Si je vous parle du couple tueur en série français, vous pensez peut-être immédiatement à Michel Fourniret, Monique Olivier et les monstres des Ardennes. Mais 20 ans avant eux, il y a eu un autre duo diabolique à sillonner les routes des hexagones, sémant la terreur absolue partout sur son passage. Eux, ils n'avaient pas de château, une simple Renault 25 noire et une folie meurtrière sans limite. Leur mode opératoire, un road trip sanglant à travers la France où ils piègent des jeunes femmes via des petites annonces d'emploi où ils les enlèvent directement en plein rue. C'est plus facile et rapide. Ce qui suit, c'est un déchaînement de violence pure à huis clos dans une petite maison louée ici et là. Jocelyne Bourdin prend des photos, rigole, encourage Marc Fakel, son mari, à des exécutions au sommet dans les bois. Le tout déclenché par un simple film qu'ils ont regardé à la télé et qui a réveillé ses yeux, leur pulsion, d'après la version officielle. L'histoire de Marc Fakel et de Jocelyne Bourdin, c'est celle d'une folie AD qui va terroriser la France pendant de longs mois et qui s'apprête vous aussi à vous plonger dans l'horreur. Aujourd'hui, on parle d'un couple détraqué français qui a traversé la France pour commettre l'horreur. Quelques années seulement avant l'affaire Fourniret, à l'époque, valait mieux rester chez soi. Notre histoire se passe en France. Attention, on va quand même voyager un tout petit peu. On va se payer un sacré tour des régions du nord au sud, d'est en ouest. On va sillonner les routes nationales, voir les champs, les vaches, passer dans les villes, éviter les coups de couteau avant de fuir main dans la main. Ça pourrait être presque romantique si on ne parlait pas de tueurs en série. Mais c'est dans les Charentes que notre histoire va commencer. Une région du sud-ouest vallonnée, verduyante et qui sent bon le cognac épineux. C'est dans ces décors coliques, dans un gîte isolé, dans un barberier que Martine Renerick va vivre l'une des pires nuits de sa vie. On est le 28 décembre 1985, en pleine époque Mitterrand. La France est en train de se moderniser, les grandes villes sont bien équipées, mais la France rurale, celle des villages et des petites bourgs, vivent encore à l'ancienne. Pas d'ordinateur portable personnel, pas de téléphone portable évidemment, pas d'internet encore. Pour écouter des histoires de true crime, il faut allumer la radio. On y entend Pierre Bellemare, le conteur de l'époque. Et si vous loupez l'heure de diffusion, c'est foutu. Heureusement, aujourd'hui, vous pouvez écouter des vidéos de crimes réels à toute heure de la journée. Il suffit de vous abonner pour m'avoir sur votre page d'accueil, pour voir les nouvelles histoires. Alors, pourquoi vous ne le faites pas? Je demande. Pour communiquer rapidement, on a le bon téléphone fixe. Le service de mise en relation est assuré par les journaux. Qu'on vend sa maison, qu'on veut faire des rencontres ou qu'on cherche un boulot, la réponse est la même. Il faut publier une petite annonce dans le journal local. C'est exactement qu'a fait Martine Renerick, 25 ans. Après avoir reçu son diplôme d'ambulancière, elle a passé une petite annonce dans le journal. Entre deux annonces de recherche d'emploi, on peut lire: jeune femme 25 ans, permis taxi ambulance, cherche un emploi. Téléphone 30 30 59 57. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la chance lui sourit. Le destin est avec elle, puisqu'à peine quelques jours après avoir publié son annonce, Martine reçoit un appel génial. Enfin, pas tant que ça. C'est un certain monsieur François Javier Pointieux qui appelle avec sa femme. Monsieur et madame de Pointieux ont une société d'ambulance et recherchent des conducteurs. Ils ont été emballés quand ils ont vu l'annonce de Martine. Ils aimeraient la rencontrer. Ils lui proposent un rendez-vous à Barbezieux le 27 décembre 1985. Bon, bah, c'est l'histoire de se rencontrer pour voir si Martine, elle a les compétences qu'il faut. Elle est aux anges. Une réponse aussi rapide, c'est inespéré. Mais bon, bah, l'entreprise de Pointieux est à 500 kilomètres de ses ailes, mais Martine se dit tant pis, elle se débrouillera. Son père Michel, qui, contrairement à sa mère, n'a pas perdu son chat, décide de lui accompagner. Sa fille est jeune, les potentiels employeurs sont loin, il veut les rencontrer. Après tout, les petites annonces, on trouve toujours tout et rien. Pour prouver leur bonne foi, Madame et Monsieur Depointieux proposent d'aller dîner ensemble au restaurant. En grand prince qu'ils sont, ils décident d'inviter évidemment. Alors, le 27 décembre, Michel et Martine prennent la route ensemble. Ils quittent leur village près de Pau en fin de matinée et ils arrivent au début de la soirée à Barbezieux.
pile poil à l'heure pour le dîner. Ils ont rendez-vous à la boule d'or, la bonne table du coin. Bonjour, on a rendez-vous avec monsieur et madame Dupointier. Oui, ils sont déjà installés, suivez-moi. Le maître d'hôtel mène alors à table où sont attablés un homme et une femme. Lui est grand, sec et blond. Il a une trentaine d'années avancées et plus petite à côté, une femme brune. Elle semble un peu plus jeune. Donc, il s'avance au niveau de la table et François-Xavier Despointieux se lève, écrase sa cigarette et leur tend la main. Bonsoir, enchanté, installez-vous, ça a été la route, vous devez être affamé. L'entretien d'embauche commence donc et tout se passe à merveille. Les pointueux sont charmants, Martine semble avoir les compétences qu'il recherche. Michel intervient, il y a un hic. La petite vit actuellement avec ses parents près de Pau et pourra pas faire le déplacement quotidien. Est-ce qu'ils peuvent au moins lui laisser quelques jours pour s'installer dans la région? Madame Despointieux répond, ils vont faire mieux que ça encore. Ils vont l'héberger le temps qu'elle se trouve un appartement. Comme ça, elle pourra travailler dès demain. Oh là là, décidément, les patrons ont le cœur sur la main. Il est minuit, le repas prend fin. Martine est embauchée, elle sera logée chez les pointueux jusqu'à ce qu'elle trouve un logement de son côté. Elle commence sa formation dès le lendemain matin. Michel est satisfait, rassuré et il remercie chaleureusement le couple. Il embrasse sa fille et prend congé pour rentrer chez lui, car lui, il a du chemin. Il prend la route directement, direction de Pau. Il a 500 kilomètres devant lui. De son côté, Martine part avec monsieur et madame Despointieux. Elle les suit jusqu'à leur voiture, une Renault 25 de couleur sombre, et elle monte à l'arrière. Il roule une dizaine de minutes jusqu'au lieu dit de Condéo. Là, il quitte la départementale. Il continue encore quelques minutes sur une petite route de campagne. Dehors, il fait nuit noire. L'air est glacial. Pas un éclairage à des kilomètres de là. En haut de l'allée qu'il vient d'emprunter, une belle maison en pierre apparaît sous les phares. La voiture s'arrête devant. Nous voilà arrivés. Et laisse tes bagages, Martine. Jocelyne va te porter là-haut. Elle en a de la chance, Martine. On lui ramène même ses bagages dans sa chambre. Elle avance donc jusqu'à la maison, grimpe à l'étage et entend la porte d'entrée être verrouillée. Alors qu'elle entre dans la chambre, c'est à ce moment l'homme arrive à son tour dans la chambre. Il est tout souriant et il entre dans la pièce et il ferme la porte derrière lui. Il s'approche de Martine et il sort un pistolet. Il le braque sur le visage de la jeune femme. Évidemment, elle se met à crier. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il s'appelle pas du tout Monsieur de Pointieux. Ferme-la, ferme-la et fais ce que je te dis. Martine panique. Elle ne comprend pas du tout ce qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce que je fais? Mais j'ai rien fait. Ne me faites pas du mal. Elle se tourne vers Madame de Pointieux, l'implorant du regard. Elle court vers elle, elle se jette à ses pieds en espérant que sa patronne la sauve. Grosse erreur, la femme n'est pas là pour l'aider. Le couple, plus complice que jamais, commence à arracher les vêtements de leur petite employée. Martine tente de se débattre, mais ils sont deux contre elle. Elle ne peut pas lutter. Il l'attrape ensuite par le bras et les cheveux, il la jette sur le lit. Pendant que l'homme la maintient, la femme lui attache chacun des membres dans ce grand lit dans lequel Martine se voyait dormir et rêver paisiblement. Le couple tourne autour, la regarde chaque centimètre de son intimité en souriant. Martine est terrorisée. Sa gorge se cesse tellement qu'elle en a mal. Ils se mettent à l'insulter, à l'humilier. Elle est mortifiée. De grosses larmes se mettent à couler tout au long de ses joues. Loin de là, malheureusement, l'homme commence à lui pincer partout où il peut. Les tas de gifles pleuvent sur elle et puis il s'approche d'elle. L'odeur du tabac et de l'alcool la frôle. Il la frappe et la force à l'embrasser. Martine détourne la tête, mais il la maintient fermement. Ce qui suit est un cauchemar de violence inouïe pendant des heures jusqu'au petit matin. Martine subit l'impensable. Les agressions sexuelles se succèdent. Martine, les joues trempées de larmes, se met à craindre pour sa vie. La femme, elle, assiste à tout sans jamais détourner le regard. Elle observe chaque geste, chaque violence infligée à Martine. Elle prend des photos du corps de Martine et des abus qu'elle subit avec un appareil photo. Et puis encore, elle l'encourage, son compagnon. Vas-y, vas-y, tu vois bien qu'elle aime ça. À chaque insulte,
À chaque humiliation, la femme est là, spectatrice et complice de l'horreur qui se déroule. Entre deux agressions, alors que Martine n'est encore brisée, laissée à la merci du monstre qui l'agresse sans relâche, la femme se penche vers elle avec une froideur glaçante. Elle exhorte son code de carte bleue. Martine, totalement meurtrie, n'a pas la force de résister. Elle donne le code espérant ça le calmera, son calvaire s'arrêtera. Au petit matin, Martine est épuisée. Elle entend la femme qui quitte la maison pour aller retirer de l'argent avec la carte de leur victime. Martine reste seule avec l'homme, la panique l'envahit. S'il est capable de tout ça devant un témoin qui semble être sa femme, alors qu'est-ce qu'il va lui faire maintenant qu'ils sont seuls? Il va la tuer, c'est sûr, pour effacer les preuves, pour qu'elle ne parle jamais. Martine voit sa vie défiler devant ses yeux. Étourdie de fatigue et de douleur, son corps et son esprit traumatisés par la nuit de torture qu'elle vient de subir. Elle sanglote. Son père qui l'attend fièrement à la maison, ses amis, son avenir qui s'évapore. Mais étrangement, l'homme reste calme. Il ne dit rien, ne fait rien. Il attend simplement quand la femme revient avec l'argent. L'homme détache enfin Martine. Ses poignets et ses chevilles ont été lacérés par le corde qui l'ont maintenue prisonnière toute la nuit. Il lui rend ses vêtements. Martine les enfile tant bien que mal, le corps tremblant. Une fois rhabillé, le couple la menace. Ils ont son adresse, son numéro de téléphone. Ils connaissent sa famille. Si elle parle, si elle va voir la police, ils s'en prendront à ses proches. Ils savent où trouver son père. Ils tueront Michel si elle parle. Martine, terrorisée, acquiesce. Il la menace. Il ne compte pas la tuer. Elle va peut-être s'en sortir alors. Elle confirme oui. Oui, bien sûr, elle va se taire. C'est pas si grave. Elle comprend. Elle veut juste rentrer et se reposer maintenant. Le couple rassuré alors fait tranquillement ses bagages comme si de rien n'était. Et puis, comme pour ajouter une couche d'absurdité à l'horreur, il propose à Martine d'aller boire un café ensemble. Allez, un petit café avant de se dire au revoir. On ne va pas se quitter comme ça. La femme avec un culot monte lui demander même si elle serait d'accord pour poser pour des photos. Martine, complètement traumatisée, à moitié nue avec des bleus partout, remercie poliment. Elle refuse. Elle aimerait bien partir. Vers 8 heures du matin, tout le monde dans la Renault 25 des Enfers. Le couple dépose Martine à la gare de Barbezieux. Merci pour le déplacement. L'aventure se termine là. Il s'excuse avec un naturel déconcertant pour le dérangement, pour les violences subies et tout ça. Il lui donne de l'argent pour son billet de train, l'embrasse comme une amie et puis ils disparaissent dans leur grosse voiture sombre, dans les petites rues du village. Martine est totalement sous le choc. Elle est en état de sidération complète. Elle se traîne jusqu'au guichet, prend un billet pour le premier train qui part. Bon, ça ira très bien. C'est juste quitter la gare le plus vite possible. Et si c'était une mise en scène, une ruse, s'il revenait la chercher, et si c'était une torture de plus, une façon de lui laisser croire qu'elle est libre avant de la rattraper, avant de la traquer à nouveau. Son billet est à main et l'attention sur le quai. Dès que le train arrive, elle se précipite dans le train. Elle ne peut s'empêcher de regarder au-dessus de son épaule, scrutant chaque visage, guettant l'apparition du couple. Le train démarre, Martine regarde par la fenêtre, la gare s'éloigne de Barbezieux. Arrivée à la gare de Bordeaux, le corps tremblant et douloureux, Martine se rend directement au premier commissariat qu'elle trouve. Là, elle s'effondre avec un courage qui force l'admiration. La jeune femme raconte ce qui lui est arrivé. Les policiers, d'abord incrédules face à l'horreur du récit, réalisent qu'elle pourrait bien dire la vérité. Son récit est détaillé, précis, elle ne se contredit pas, puis elle semble tellement défaite. Elle est prise en charge directement après avoir livré son témoignage. Elle est examinée par un médecin légiste. Les traces sur son corps confirment ses dits. L'enquête peut commencer. Incroyable! Enfin une victime qui est crue, même s'il y a eu quand même un doute au début. J'ai pas compris pourquoi si elle s'est tue, mais on est passé loin de quelque chose de grave. Si ça commence bien, entre guillemets, ça va pas continuer dans le même sens malheureusement. Sinon cette histoire aurait pu se terminer là. Au vu de la gravité des faits, les policiers ont rapidement retrouvé cette maison des horreurs et surtout ce couple de tarés. Une patrouille envoyée en toute urgence sur la route à la recherche du lieu en question.
Parce que vous vous imaginez bien que Martine n'a pas noté l'adresse. C'est un bon début en espérant que les barjots qui ont torturé Martine s'y trouvent encore et qu'ils puissent être arrêtés dès aujourd'hui. Malgré le traumatisme qu'elle a subi, la courageuse Martine accepte de monter en voiture avec les enquêteurs pour les guider. Elle pense pouvoir se rappeler du trajet depuis Barbéjeux, des virages sur les petites routes de la campagne, de la longue allée qui monte jusqu'à la Batiche. Les trajets en voiture est soutenable. À chaque virage qu'elle reconnaît, à chaque portion de route qui rappelle celle d'hier soir, son estomac se noue un peu plus. Mais grâce à ces indications, quelques heures après être arrivée à Bordeaux, et cette fois-ci secondée d'une équipe de gros bras, Martine revient sur le lieu de sa terrible agression. Quant à la voiture des gendarmes, remonte enfin l'allée et que la maison en pierre apparaît sous la lumière du jour, elle sent ses mains trembler dès que le gîte localisé. L'équipe intervient, la description du lieu qu'a fait Martine s'avère exacte. Elle a bien été dans cette maison auparavant, aucun doute là-dessus. Le gîte est vide, plus de voitures dans l'allée, plus de couple qui s'est volatilisé. Les gendarmes investissent le lieu avec prudence. La porte n'est même pas fermée à clé. À l'intérieur, le silence est pesant. Dans la cuisine, quelques assiettes sales traînent encore dans le l'évier. Après avoir fait le tour du rez-de-chaussée, les gendarmes montent à l'étage. Les parquets grincent sous leurs pas. Ils poussent la porte de la chambre dans laquelle Martine a indiqué avoir été enfermée. Et là, ils tombent sur une collection écœurante d'objets divers. Tout l'attirail de l'horreur décrit par Martine est là, étalé devant eux. Sur le lit, au drap froissé, des cordes encore nouées en montant, des traces brunâtres sur le tissu, du champ chassé, sur la table de nuit, une bougie beige, celle qui a servi pendant cette nuit d'horreur. Tout est photographié, répertorié, placé sous scellé. Évidemment, le gîte a été loué sous un faux nom. Les propriétaires, un couple de retraités qui louent leur ancienne ferme, rénovée pour arrondir les fins de mois, sont sous le choc. Ils n'ont rien vu venir. Les locataires s'exprimaient bien. Ils semblaient être des gens bien, surtout rapport très poli et n'avaient aucune raison de se méfier d'eux. Avec ces premiers éléments et ces témoignages précis de Martine, les gendarmes peuvent lancer les recherches. On recherchait donc un couple dans une Renault 25 de couleur foncée. 2 portraits robots sont établis avec l'aide de Martine et de son père. Et à ce moment-là, les enquêteurs pensent que l'enquête va être simple. Le couple est forcément déjà connu des services de police. Au vu de leur coordination et de leur mode opératoire rodé, les fichiers régionaux crachent alors plusieurs noms, des binômes connus pour des cambriolages, des vols arrachés, des escroqueries diverses. Dans le même jour qui suit, Martine et son père sont convoqués à la gendarmerie pour une séance d'identification. On leur présente des clichés un à un. Chaque couple est présenté séparément. D'abord l'homme, puis la femme. Les gendarmes observent les réactions de Martine et de son père. Et là, c'est eux, j'en suis sûre et certaine. Martine pointe du doigt sans la moindre hésitation. Son père confirme. Pas de doute possible, ce sont bien les ponctueux du restaurant. Ils s'appellent en réalité Marc Fakel, 38 ans, et Jocelyne Bourdan, 29 ans. Les gendarmes varient leur dossier. Le couple n'est pas du tout connu pour agression sexuelle. Leur spécialité, c'est plutôt les vols, les escroqueries, les chéquiers volés, des petits troublants qui sillonnent la France, en arnaquant tous ceux qui ont le malheur de croiser leur chemin. Des petits délinquants sans rien de violent dans leur casier, du moins jusqu'à présent. Pour les enquêteurs, le duo pourrait récidiver. Pire, leur mode opératoire est tellement bien rodé qu'il y a fort à parier que ce n'est pas leur premier coup d'essai. Tous les gendarmes et tous les commissariats de police de la France sont alertés. Le signalement est transmis, photo, habitude connue, mode opératoire, description de la voiture. Tout est communiqué, mais le couple est déjà loin, arpentant incognito les routes de la France à la recherche des nouvelles victimes. Puisque les enquêteurs ont raison, le couple n'est pas à son premier essai. Place à l'histoire du couple Bourdan-Fakel du début à leur fin qui s'apprête à donner son nom à l'une des pires affaires criminelles françaises. Marc Fakel est né le 15 mars 1947 à la chaussée Tirancourt ou peut-être Félix-Court dans la Haute-France. Les sources diverses sur le lieu exact, mais une chose est sûre, c'est bien sur le paresseux soleil Picardie qu'il voit le jour. C'est un fils de bonne famille, comme on dit là-bas.
Son père est ingénieur, sa mère est au foyer. Il grandit dans une famille bourgeoise, respectable et installée confortablement dans la hiérarchie sociale de cette France d'après-guerre. Le petit Marc est un enfant intelligent, brillant même. Il a une tête bien faite. Il a de bonnes notes à l'école sans trop se fouler. Par la France est parfaite et soutenue, il est toujours bien habillé, ses blouses sont repassées et ses souliers sont bien cirés. Bref, il se différencie de ses camarades plus modestes du village. Mais cette différence, il la tourne en quelque chose de pas joli. Il est moqueur, taquin et crâneur même. Puis, il y a l'événement du 28 août 1955 qui frappe tout le village. Marc a 8 ans. Jeannette Marshall, une institutrice britannique qui sillonne la France à vélo pendant ses vacances d'été. Elle est retrouvée morte. Les enfants découvrent son corps près d'une borne kilométrique dans un centre de terre battue qui serpente entre les champs et les marais. La maison des faquelles se trouve juste derrière le marais où le corps est découvert, quelques centaines de mètres à peine. C'est la toute première fois que Marc fait face à la mort et ce corps étendu là le fascine au plus haut point et il lui restera en tête pour le reste de sa vie. Dans cette affaire, il n'y a pas que Marc qui va être traumatisé parce que l'autopsie de la pauvre Jeannette, elle est réalisée tout près de l'école devant tout le monde, les habitants, la presse et les enfants. Sacrément morbide. Et je ne vous parle même pas de la tollée que les Français ont pris dans le média anglais à l'époque. Dans le même temps, des dizaines de journalistes afflués à Paris et des grandes villes. Un meurtre dans la campagne Picard, ça fait vendre du papier. À l'époque, pour faire peur aux enfants, les gens du village disent que le tueur est resté dans la marée et que la nuit il revient rôder. Les parents menacent leurs gamins désobéissants. Si tu n'écoutes pas, le tueur du marais reviendra te chercher. Alors on peut menacer gentiment ses enfants d'appeler la police quand ils font des bêtises. D'accord, mais de là à leur dire qu'un tueur va venir les chercher pour les tuer et laisser leur corps pourrir sur un chemin de fer, c'est un peu abusé, je trouve. Après tout, ce n'est que mon avis. De nombreuses lettres anonymes sont envoyées à la gendarmerie. Tout le monde est suspecté. Tous les hommes de plus de 16 ans doivent justifier leur emploi du temps. Il faudra plusieurs mois aux enquêteurs, sous la moquerie de la presse anglaise qui se moque de leur incompétence, pour arrêter le coupable présumé. Le 17e suspect est le bon Robert Avril, un ancien forçat déjà condamné pour viol, acculé par les enquêteurs. Il avoue avoir étranglé la jeune femme avant d'abuser d'elle. Dans ce chemin tranquille, le petit Marc est fasciné par cette histoire. Il repense à ce corps, à la mort, au fait que ce Robert ait pu posséder cette belle jeune femme, l'avoir rien que pour lui simplement en l'étranglant. Ça marquera une impression morbide, l'imaginaire du petit garçon qu'il était à l'époque. En 1957, la famille déménage à Amiens pour faciliter le déplacement professionnel de son père. Du petit village à la grande ville, un changement radical pour Marc, qui va beaucoup s'amuser en ville, un peu trop même. Marc devient un adolescent rebelle. Il se rend compte qu'il n'est pas fait pour une vie rangée. Ses parents bourgeois ne comprennent pas pourquoi leur fils si brillant gâche tout. Il finit par rompre définitivement avec cette famille dans laquelle il ne se reconnaît pas et qui ne le comprennent pas. Il tombe dans la petite délinquance, il vit d'une vie dérangée qu'il finance grâce à des vols de sacs à main, de portefeuilles, un peu de raquettes quand l'occasion se présente. Il a 20 ans quand il a affaire avec la police pour la première fois. À 24 ans, il est condamné à 2 ans de prison pour de vol de chéquier. À partir de là, sa vie est faite d'escroqueries, de séjours en prison, de cavales. Bon, pendant que Marc, il vole des portefeuilles, on va s'intéresser un peu à Jocelyne parce que le kéké du coin, ça nous intéresse pas trop. Jocelyne Bourdin, elle, c'est une autre histoire. Elle est née le 8 avril 1956 à Montbéliard, dans le Doubs. On est loin de la Picardie, à l'est de la France, près de la frontière suisse. Elle grandit dans un milieu modeste ouvrier. Pas de père ingénieur ici. La famille vit du travail à l'usine. À l'école, Jocelyne est une très bonne élève, brillante même, une jeune fille disciplinée qui ne fait pas parler d'elle. Elle a un rêve, elle veut devenir infirmière. Malheureusement, ce rêve lui échappe. Quand elle a 17 ans, son père meurt. Accident ou maladie, on ne sait pas. Mais le choc est terrible pour la famille. Pour aider
aider financièrement sa mère qui se retrouve seule. Jocelyne est obligée de travailler. Elle est contrainte d'abandonner les études. Elle range son rêve dans un coin de sa tête et se trouve un emploi de secrétaire dans une compagnie d'assurance. Un travail stable, sûr, mais qui ne la passionne pas. Heureusement, enfin, pas heureusement pour tout le monde, mais heureusement pour elle. Le hasard va l'arracher à cette vie toute tracée. En 1976, à Besançon, elle passe la soirée dans un bistrot. La brune est lancée, des grands yeux bleus. Elle tombe sur Marc Fakel, un grand blond avec une belle moustache. Ce soir-là, ils tombent l'un sur l'autre et c'est le coup de foudre immédiat. Ils ne se quitteront plus jamais. Marc a 29 ans, Jocelyne en a 20 ans. 3 semaines plus tard, après les rencontres, Marc avoue à Jocelyne qui il est vraiment. Il lui dit qu'il a fait de la prison pour des escroqueries diverses. Elle n'est pas choquée, pas effrayée, elle lui pardonne même. Elle est même un peu fascinée. De toute façon, elle l'idolâtre tellement qu'elle accepterait tout son passé. Leur histoire d'amour continue et un an plus tard, en 1977, Jocelyne met au monde leur fils. D'ailleurs, elle accouche sous un faux nom par sécurité pour ne pas laisser de traces parce que la vie de fripouille de Marc ne s'est pas arrêtée ni avec la rencontre de Jocelyne ni avec la naissance de leur fils. Pire, Jocelyne l'a totalement rejoint dans la délinquance. Elle vole, arnaque avec lui et ils vivent au jour le jour avec leur bébé dans des hôtels. Mais évidemment, ils finissent par se faire prendre. En 1978, ils sont arrêtés. Jocelyne échappe à la prison. Elle est envoyée en foyer avec son fils. Marc, lui, n'a pas cette chance. En tant que récidiviste, c'est prison directe. Mais malgré l'éloignement, leur amour ne faiblit pas. Ils se marient de noces derrière les barreaux à travers un parle-loi romantique à leur façon. Marc bénéficie d'une sortie 7 mois plus tard dans une cavale qui durera 3 ans avec sa femme et son fils. Alors, bien évidemment, ils vont finir par se faire choper lors d'un contrôle de routine. On retrouve dans leur coffre 2 fusils, 2 séquiers volés et l'équivalent de 30 000 euros en espèces volées ici et là. Retour en prison directe, leur fils est placé chez la mère de Marc. Jocelyne, quant à elle, reste libre. Marc prend 7 ans de prison et qu'est-ce qu'il décide de faire lors de sa toute première autorisation de sortie, autorisée par la belle justice 10 mois seulement après qu'il est entré en prison? Bah, je vous laisse le découvrir. 10 mois après son incarcération, Marc obtient une permission de sortie pour la période de Noël. On est décembre 1985. Jocelyne vient le récupérer à la sortie. Elle l'attend dans une voiture empruntée. Le moteur qui tourne, il sort, la retrouve et décide tout bonnement de ne pas retourner à la prison. Ils partent en cavale. Le jour même, il achète une Renault 25 avec un chèque en bois. Et le choix de la R25 n'est pas un choix au hasard. Lancée en 1984, c'est la voiture haut de gamme de Renault, une berline imposante avec des équipements grand luxe pour l'époque. La voiture idéale pour avaler des kilomètres sur les routes de la France et ça tombe bien parce que c'est tout à fait le plan. Marc et Jocelyne laissent tout derrière eux, y compris leur fils. Ils partent en cavale, ils retrouvent leur vie de bohème nomade, mais ils vont avoir besoin d'argent pour se loger, se nourrir et vivre comme des vrais penchants. Mais alors, il y a un truc que je ne comprends pas là, et vous non plus, je pense. Comment on passe d'un couple de kékés qui volent des chèques et payent des belles voitures, abandonnent leurs gosses à des gens, vont enlever des jeunes femmes pour les attacher à un lit? Il y a un problème là. Et bon, bah, parce que cette histoire est bien racontée et c'est pour ça que vous êtes abonné à cette chaîne, on y vient. On est en décembre 1985. Jocelyne Bourdin et Marc Fakel sillonnent les routes de la France dans leur Renault 25, fuyant la justice qui, voulant donner une 50e permission de sortie à Marc, malgré le fait qu'il soit déjà évadé, se retrouve recherché à nouveau, comme d'habitude dans notre système. Personne n'en assumera les conséquences, si ce n'est les futures victimes qui n'ont rien demandé à personne, puisque d'ici quelques semaines, le couple va s'aimer la terreur sur les routes rurales à travers toute la France et tout part du 18 décembre 1985, 10 jours avant l'agression de Martine que je vous ai déjà raconté. Quelque chose se passe dans le couple. Ils s'égarent quelque part, un coin isolé au milieu de la forêt. Ça fait quelques semaines qu'ils vivent dans leur voiture. Ils circulent sur des petites routes de campagne. Ils font profil bas. Ce soir-là, ils passent une soirée ordinaire. Ils ont dîné un peu plus tôt avant de rejoindre le spot où ils vont passer
passer la nuit et ils ont enfilé leurs pyjamas. Depuis leur télévision portable branchée sur l'allume-cigare, ils regardent tranquillement le programme du soir, une soirée comme les autres, comme celle des milliers d'autres couples. Un petit film, les dents et dodo. Ce soir-là, la télévision diffuse un épisode d'une série télévisée, un polar réalisé par Jean-Pierre Bastille, La Mariée Rouge. Et La Mariée Rouge, c'est un film ultra violent adapté d'un roman Le Pitch. Seul souvent, je vous la fais plus court. En gros, c'est un gang qui va enlever un couple pour abuser de la femme sous les yeux de son mari, qui va prendre des photos. Alors, c'est très très résumé, mais les grandes lignes, c'est ça. Depuis leur voiture cachée dans les bois, Marc et Jocelyne regardent le film. Ils sont en pleine immersion et là, dans l'habitacle couvert de bueux, et quelque chose se passe. Une étincelle malsaine, ce qu'ils voient à l'écran les fascine. Ils passent une nuit torride là-dessus. Il grince les amortisseurs de la R25, impossible pour l'écureuil du coin de dormir tranquillement. Le hibou qui passait par là en parle encore aujourd'hui. La violence se mêle au désir dans leur esprit. Dans les jours qui suivent, ils en parlent encore et encore. Les questions se font plus présentes. Tu te souviens dans le film, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir envie de ce genre de choses? On pourrait peut-être, ça te ferait plaisir à toi si on faisait ça. Peut-être qu'ils tentent des approches dans les jours qui suivent, des tentations de victimes potentielles que par chance échouent. Peut-être qu'il y a eu bel et bien des victimes, mais qu'elles se taisent. Peut-être même qu'il y a bel et bien des victimes, mais qu'elles se tuent trop terrorisées pour parler, de honte ou de peur qu'on ne les croit pas. Mais le 28 décembre 1985, 10 jours après avoir regardé La Mariée Rouge, il passe à l'acte. Il passe d'escroc minable à brute épaisse, sa perversion sans limite. Leur première victime connue est Martine. Malheureusement, elle ne serait pas la dernière. Au fil des semaines qui vont suivre, ils vont plonger dans la violence et la perversité la plus sordide, grâce à ce que les enquêteurs et les journalistes appelleront plus tard la série noire du couple Bourdin-Fakel, après avoir relâché Martine Rénéric le 28 décembre 1985. Marc et Jocelyne se volatilisent. Pendant une dizaine de jours, on perd leurs traces. Où sont-ils? Que font-ils? Le couple diabolique se déplace de ville en ville. Il se cache, n'empruntent que les petits chemins des routes de campagne peu fréquentées. Ils roulent vers le nord-est, avalant des kilomètres en évitant soigneusement les autorités et leurs paysages surveillés. Ils volent et vivent sur leur maigre butin. Ils repensent à ce qu'ils ont fait subir à Martine et ils ont adoré la peur sur le visage de leurs victimes, les humiliations qu'ils lui ont fait subir, la toute-puissance de Marc, l'excitation sexuelle, leur complicité. Tout leur a plu. Au tout début du mois de janvier 1986, ils s'installent en Noire-Atlantique dans le hameau de Grand Werner, un tout petit pantelan perdu au milieu des champs et des bois. Ils sont sur le point de résider. Le mode opératoire a tellement bien fonctionné qu'ils comptent le reprendre à la lettre. La préparation est exactement la même. Ils louent un gîte rural sous un faux nom, un nom à particules. Encore, ça fait plus sérieux, plus respectable. Monsieur et Madame Vernon d'Acier. Ils changent légèrement la stratégie pour attirer leur proie. Les petites annonces d'emploi dans les journaux ne présentent pas de profil intéressant. Et puis, c'est trop risqué. Martine a probablement parlé aux enquêteurs. Il faut être malin, il faut garder une longueur d'avance. Il contacte donc directement l'antenne locale de l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE, l'ancien pôle emploi, lui-même ancien France Travail. Au téléphone avec l'opératrice, il demande le service d'une femme de ménage. Il demande tout ce qu'il y a de plus banal. Des gens qui louent un gîte et qui ont besoin d'aide pour l'entretien. Rien de plus banal, rien de suspect a priori. L'ANPE leur envoie Christine Joanne, une jeune fille de 18 ans, à peine sortie de l'adolescence, qu'elle commence à peine sa vie professionnelle. Christine se présente au gîte comme demandé le 3 janvier. Le premier jour, tout se passe bien. Le couple Vernon d'Acier est aimable, poli, inoffensif. Christine fait son travail correctement et consciencieusement. Elle passe l'aspirateur, fait la vaisselle, change les draps. Elle est payée et remerciée chaleureusement. Le lendemain, la même chose.
tout va bien. Mais le troisième jour, le 5 janvier 1986, vers 21h, Christine a terminé sa journée de travail. Elle est tranquillement installée au salon en train de regarder la télévision. Elle ne se doute pas moins du monde ce qui vient. Madame Vernon d'Acier, autrement dit la diabolique Jocelyne, entre dans le salon. Christine, tu peux venir m'aider à l'étage s'il te plaît? Faut que je fasse une chambre et j'ai besoin d'un coup de main. Christine se lève sans méfiance vers la chambre. C'est tout à fait dans ses cordes. Christine suit Jocelyne dans les escaliers. Monsieur Vernon d'Acier, toujours ce bouffon de Marc Fakel, les suit discrètement au premier étage. Christine entre dans la première chambre, Jocelyne derrière elle, et c'est là que tout bascule. Marc entre à son tour et il ferme la porte derrière lui. Christine se retourne en fronçant les sourcils et Marc sort une arme en s'approchant d'elle. Il pose son pistolet directement sur la tempe de Christine. La jeune fille se fige. Elle est terrifiée. Mais qu'est-ce qui se passe? Sa voix tremble. Marc la force à se déshabiller et enlève tout. Tout, j'ai dit. Christine obéit en pleurant. Ses mains tremblent tellement qu'elle arrive à peine à défaire les boutons de sa chemise. Et en même temps, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Elle a un flingue pointé sur la tête. Une fois nue, Marc lui ordonne de s'allonger sur le lit. Jocelyne s'approche d'elle avec des cordes, comme elle l'a fait quelques jours plus tôt. Elle attache les poignets puis le cheveu de la jeune fille. Christine se retrouve ligotée, écartelée sur le lit, exactement comme Martine avant. Jocelyne sort alors un rasoir. Christine écarquille les yeux de terreur, mais Jocelyne ne l'écoute pas. Avec une application presque chirurgicale, elle rage l'entrejambe de Christine et puis les abus commencent. Le rituel sadique se répète, identique à celui infligé à Martine. Attachée au lit, Christine est rouillée de coups. Marc la frappe, la gifle, lui tord les bras, lui pince la peau jusqu'à ce que des bleus apparaissent. Puis il abuse d'elle encore et encore pendant des heures interminables. Jocelyne assiste à tout, spectatrice active de l'horreur. Elle observe, elle prend des photos, elle encourage Marc, elle insulte la victime. T'aimes ça, hein? Christine pleure, supplie, mais rien n'y fait. Pendant 3 heures, elle est humiliée, abusée, torturée. 3 heures qui lui semblent une éternité. 3 heures pendant lesquelles elle croit qu'elle va mourir seule dans ce zut perdu, loin de sa famille, loin de tout, aux mains de ses pervers, tout droit sorti d'un film d'horreur. Puis épuisés, Marc et Jocelyne finissent par l'abandonner, seule dans la chambre, encore attachée au lit. Ils descendent au salon, comme si de rien n'était. Marc fume une cigarette, ils boivent un verre et puis, satisfaits de l'horreur qu'ils viennent de commettre, ils se reposent un moment. À 6 heures du matin, Marc et Jocelyne se préparent un café. L'odeur du café monte jusqu'à la chambre où Christine est toujours attachée. Elle est terrifiée. Elle essaie d'imaginer que peut être la suite de son calvaire. Est-ce que ça va recommencer? Est-ce qu'ils vont se débarrasser d'elle? Elle entend alors des pas dans l'escalier et Jocelyne arrive dans la chambre. Elle détache Christine. Allez, viens prendre le café avec nous. Christine accepte. Elle était totalement sous le choc. De toute façon, qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire d'autre? Elle est seule, à des kilomètres de ses ailes, avec deux fous dangereux. Après avoir partagé le café et quelques banalités, le couple coupe le fil du téléphone et menace Christine de la même façon qu'il avait fait avec Martine auparavant. Et puis, ils prennent les clés, montent dans la voiture, réparent. Christine est là, seule dans le gîte, assise à la table de la cuisine. Elle n'ose pas bouger, de peur qu'ils l'attendent dehors. Que tout ça ne soit qu'une humiliation de plus. Puis, elle entend le bruit du moteur et leur voiture qui s'éloigne. Ils sont partis. Elle sort de cette maison des horreurs en courant pieds nus, les vêtements en désordre, le visage ravagé par les larmes. Elle arrive chez le voisin et tambourine à la porte. Aidez-moi, aidez-moi s'il vous plaît. Le voisin ouvre et découvre une jeune femme dans un état second, tremblante, incohérente. Il comprend immédiatement que quelque chose de grave s'est passé et contacte la gendarmerie. Une fois de plus, la brigade intervient, découvre le site vide, prend la plainte et le couple n'est pas retrouvé. Pour le moment, les victimes ont la chance de pouvoir s'enfuir, mais plus le temps passe, plus le couple va se rapprocher de son tout premier meurtre. Une dizaine de jours plus tard, nos deux tarés du jour sont à 400 kilomètres de là. Ils sont maintenant à Prunier, près de Châteaurouge, dans l'Indre. Ils louent à nouveau un gîte isolé
une vieille ferme rénovée, loin de tout, exactement ce qu'il leur faut, encore sous un faux nom. Dans le journal local, il tombe sur une petite annonce: Bernadette Loriot, une secrétaire au chômage qui cherche du travail. Il l'appelle, il lui donne un rendez-vous directement au gîte. Nous, on a besoin d'une secrétaire pour notre entreprise. On peut vous recevoir demain. Bernadette accepte avec joie. Elle ira directement dans le piège. Le couple suit son mode opératoire puisqu'il fonctionne si parfaitement. À l'époque, pas de caméra, pas de bornage, impossible de suivre à la trace. Il se déplace vite. Le 17 janvier 1986, Bernadette se rend au gîte pour son entretien d'embauche. Elle s'est apprêtée à préparer son discours et répéter son discours devant le miroir et elle veut faire bonne impression. Elle frappe à la porte, Marc lui ouvre avec un large sourire. Madame Loriot, entrez, entrez. Bernadette entre et la porte se referme derrière elle. Mais dès qu'elle entre dans le salon, elle tombe sur Jocelyne debout. Elle a une arme à la main. Marc derrière elle lève l'arme qu'il avait dissimulée dans son dos. Les deux la braquent. L'enfer débute pour Bernadette. Je me retiens. Ce qui suit est une répétition atroce des violences déjà infligées à Martine et à Christine. Bernadette est frappée encore et encore. Elle hurle, se débat. Il l'attache à un lit, abuse d'elle. Jocelyne prend des photos, rigole, encourage Marc qui se défoule sur la pauvre jeune femme. Après plusieurs heures de calvaire, il abandonne Bernadette à son tour dans la chambre seule. Ils descendent, se font à manger, regardent la télé. Bernadette les entend rire en bas pendant un moment et puis plus rien. Plus un bruit. Peut-être qu'ils se sont endormis. Craignant pour sa vie et ayant peur que ça recommence, Bernadette fait tout ce qu'elle peut pour se libérer. Elle tire sur les cordes jusqu'à s'en lacérer les poignets. Le sang coule, mais il faut qu'elle sorte de là et elle y parvient. Elle réussit à se libérer une main, puis l'autre, puis ses cheveux. Elle descend en pas de loup. Chaque marche qui grince lui fait battre le cœur à 1000 à l'heure. Et s'il entendait, et s'il remontait, mais la maison est silencieuse. En jetant un œil par la fenêtre, Bernadette se rend compte que la voiture n'est plus là. Ils sont partis. Elle se jette alors sur le téléphone pour appeler à l'aide. Elle décroche le combiné, le porte à son oreille, mais il n'y a aucune tonalité. Marc et Jocelyne, comme à leur habitude, ont coupé le fil du téléphone. Ils ont même volé son sac à main et ses vêtements. Pas de moyen d'appeler à l'aide, pas de papier, pas d'argent. Bernadette n'a pas le choix. Elle sort nue dans le froid du janvier. Elle court des longues minutes durant jusqu'à la première maison qu'elle voit. Elle frappe, elle crie. Un voisin vient lui ouvrir. Bernadette est sauvée. Avec les témoignages concordants de Martine, de Christine et Bernadette, les forces de l'ordre savent désormais avec certitude que Marc Faquel et Jocelyne Bourdin sont leurs suspects. Ils sont violents, dangereux et sont récidivistes. Ça fait maintenant plus de 20 jours qu'ils sont recherchés. Tous les brigades de France ont leur signalement, mais ils semblent toujours avoir une longueur d'avance sur les autorités. Impossible de prédire, mais c'est certain, ils vont frapper à nouveau. Le 1er février 1986, la brigade de la gendarmerie de Courtemer près de Anson, dans l'Orne, reçoit à son tour le signalement national du couple de détraqués. Une note de service, ils en reçoivent chaque semaine, mais celle-là, elle sort du lot. Un couple ultra violent, recherché pour 3 enlèvements, séquestration et torture. Ça fait bizarre. À Courtemer, on ne grouille pas sur des affaires d'homicide ou de trafic de drogue. Ici, on gère plutôt des conflits de voisinage ou de vol des ampoules de frigidaire. Mais ce jour-là, rien d'urgent à traiter. Alors, il décide de prendre les devants concernant le signalement et de vérifier les gîtes du coin. On ne sait jamais. Après tout, le mode opératoire du couple, c'est de louer des gîtes ruraux isolés. Et les gîtes ruraux isolés dans l'Orne, on en a à l'appel, avec tout le respect bien évidemment. Dans l'après-midi, ils arrivent au gîte qui se situe la Ferrière-la Vairie. Personne sur place, pas de lumière allumée, pas de voiture dans l'allée, mais les volets sont ouverts. Les gîtes à l'air occupé. Les gendarmes interrogent les voisins. Ah oui, il y a du monde dans le gîte. Le gîte est bien occupé depuis plusieurs jours maintenant. Des gens bien
Ils sont polis, dis-je bonjour. Les voisins expliquent qu'ils ont une grosse voiture sombre immatriculée à Paris. Ils doivent être en vacances. Les gendarmes leur montrent les photos de deux suspects, mais les voisins ne les connaissent pas. Mais cette histoire de couple avec une grosse berline sombre immatriculée à Paris, dans un site isolé, ça suffit à éveiller les soupçons des gendarmes. Ils décident de repasser plus tard dans la soirée quand le couple sera rentré, juste pour vérifier que ce ne sont pas eux et qu'on leur donne une médaille au fait. C'est incroyable vu que les enquêteurs qu'on s'est tapés dans les vidéos de True Crime, il y a certains qui seraient partis juste après le témoignage du voisin. Quand ils reviennent quelques heures plus tard vers 18 heures, la nuit est déjà tombée, les jours sont courts en février. Ils remontent la petite route qui mène au gîte. Là, au bout de la rue, ils croisent une Renault 25 sombre qui arrive en sens inverse. Les gendarmes se regardent. C'est eux. Ça ne peut être que le conducteur au volant correspond aussi au signalement. Blond, moustache, à côté de lui une jeune femme brune. C'est Fakel et Bourdin. Ils rentraient au gîte tranquillement. Marc au volant les voit aussi. Des gendarmes en uniforme dans une voiture qui remonte vers le gîte. Merde, il s'enfuit. En une fraction de seconde, il prend une décision. Hors de question de se laisser cueillir. Il écrase l'accélérateur. Un des gendarmes sort précipitamment de la voiture de patrouille et il dégaine son arme. Police, arrêtez-vous. Mais Marc fonce tout droit sur lui à toute vitesse. Le policier a tout juste le temps de se jeter dans le fossé pour éviter de se faire écraser. La Renault 25 passe en trombe à quelques centimètres de lui. Le gendarme se relève et remonte en voiture. Ils ne peuvent pas les laisser filer. Une course-poursuite commence. Sirène hurlante, gyrophare allumé, les gendarmes se lancent aux trousses du couple. Mais la Renault 25 est une grosse cylindre rapide et nerveuse. La voiture de la gendarmerie, elle, c'est une diesel poussif qui peine à suivre et qui manque d'imploser, passer la troisième vitesse et dès qu'elle dépasse le 85 km par heure, il y a tout qui tremble là-dedans. Les portières menacent de s'envoler et puis le couple est prêt à tout pour ne pas se faire attraper. Marc conduit comme un malade, il grille les stops, prend les virages à la con, il zigzague entre les véhicules. Jocelyne à côté de lui s'accroche à la poignée de la portière, le visage crispé. Après quelques minutes de course-poursuite effrénée sur les petites routes sinueuses de l'Orne, le duo diabolique parvient à s'aimer le véhicule de la police. Le couple le plus recherché de France vient à nouveau de disparaître dans la nature. Toute la région est immédiatement prévenue. Des barrages ont été installés sur les routes principales. Des patrouilles sillonnent les départementales. Mais Marc et Jocelyne restent introuvables. Ils sont déjà loin. Peut-être qu'ils roulent vers le sud, peut-être vers l'est. Personne ne sait. Mais le gîte est resté derrière eux. Abandonnés à la va-vite, ils ont fui si précipitamment qu'ils n'ont pas eu le temps de faire leurs bagages, ni d'emporter les preuves. Et les gendarmes découvrent alors une véritable entrée dans l'horreur. Des cordes, des vêtements de femmes éparpillés, des mégots par dizaines et surtout, sur la table du salon, un appareil photo. Un bel appareil à l'ancienne, un appareil argenté avec une pellicule à l'intérieur. 14 clichés ont été prises sur cette pellicule et quand le tirage arrive quelques jours plus tard, les photos sont d'une violence insoutenable. On y voit les victimes en pleine séance de torture, des femmes nues, attachées, le visage déformé par la terreur et la douleur. Et après chaque série de photos montrant une victime, avant que le cliché ne montre la suivante, le couple prend la pose. Marc et Jocelyne posent tout souriant, plus amoureux que jamais. Jocelyne dans les bras de Marc et Marc embrassant Jocelyne sur la joue. Un rituel morbide, un souvenir écœurant de leurs méfaits. Les photos resteront secret défense. Elles ne seront jamais rendues publiques par respect pour les victimes. Mais en prenant la fuite à la hâte, ils ont laissé des photos récentes d'eux, des clichés pris quelques jours auparavant seulement, de quoi alimenter le signalement avec des images à jour pour partir à nouveau à leur recherche. Mais le couple a compris une chose, s'ils sont traqués, c'est parce qu'ils ont laissé des victimes en vie qui ont pu témoigner, porter plainte, les identifier et aussi parce que ce sont des sacrés taris, mais ça leur traverse même pas l'esprit. Ils se disent dans ce cas que c'est terminé de laisser les jeunes vivantes. Désormais, ils vont tuer.
pour qu'on puisse plus les suivre à la trace. Marc et Jocelyne roulent toute la nuit, évitant les contrôles, zigzagant sur les petites routes. Le 3 février 1986, 2 jours après avoir fui Ferrières-la-Verrière, ils se retrouvent près de Damien, un retour aux sources pour Marc, qu'ils sont fatigués et à bout de nerfs. La pression monte. Ils savent qu'on les cherche partout. Ils ont failli se faire prendre. Ce soir-là, ils roulent sur le parking du galerie commerciale. Il s'égare à l'écart entre deux rangées de voitures dans un coin sombre du parking. Il observe, guette. Pendant des heures, il tente d'aborder des femmes, mais à chaque fois, elles se méfient, elles s'éloignent. Marc et Jocelyne commencent à s'impatienter. De son côté, Geneviève Soula Godard est dans la galerie commerciale. Geneviève a 38 ans. Elle vit seule avec son fils de 15 ans dans le petit village de Conderfouli, à quelques kilomètres de là. Geneviève est une femme discrète et travailleuse. Elle élève son fils seule du mieux qu'elle peut depuis la mort de son mari. Ce jour-là, elle décide d'aller chez le coiffeur, mais on est lundi, c'est le jour de fermeture générale pour la profession. Pas de coiffeur ouvert en ville. Heureusement, le salon de la galerie commerciale, lui, est ouvert. Elle veut se faire plaisir, ça lui arrive rarement, mais aujourd'hui, elle prend le temps. Après sa coupe, elle en profite pour faire quelques courses au supermarché, de quoi remplir un peu le frigo pour elle et son fils, qui l'attend à la maison. À 20h20, après être passée en caisse, elle quitte le supermarché avec son caddie. Sur le parking, la Renault 25 sombre est toujours là, tapie dans l'ombre. À l'intérieur, Marc et Jocelyne observent. Une femme seule, la quarantaine, vient de sortir du bâtiment. Elle marche tranquillement vers sa voiture. C'est la cible parfaite. Geneviève pousse son caddie. Le bruit des roulettes sur le béton résonne dans le parking presque vide. Elle arrive à sa voiture. Elle poste son caddie à côté. Elle fouille dans son sac à main pour chercher ses clés. La Renault 25 se met en mouvement. Lentement, elle vient se garer à côté de la voiture de Geneviève. Marc sort, sourire sur les lèvres. Excusez-moi, madame. Geneviève lève les yeux et c'est là qu'elle voit le pistolet. Marc le braque directement sur elle. Tu montes dans la voiture maintenant. Si tu cries, je te saute ici même. Geneviève écarquille les yeux. La peur lui noie la gorge. Elle reste muette. Marc la pousse vers la portière arrière de la R25. Monte, je te dis. Elle monte, les jambes tremblantes. Marc monte derrière, l'arme toujours pointée sur elle. Jocelyne descend alors tranquillement du chaise conducteur avec un calme glacial. Elle charge les courses de Geneviève dans le coffre de la R25. Que faire? Autant enlever Geneviève et ses courses, ça fera des économies. C'est quand même pour vous dire à quel point, à ce moment-là, le couple a pris la confiance. Quand elle en a fini, elle remonte à bord, abandonnant le caddie vide à côté de la voiture de Geneviève. Et puis, elle démarre. Elle conduit hors du parking en moins de 5 minutes que l'enlèvement est bouclé. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien entendu. Le piège s'est refermé sur Geneviève. Geneviève supplie le couple de la laisser partir. Elle dit qu'elle a un fils qui l'attend à la maison, qu'il est seul, son père étant décédé. Il n'a plus qu'elle. Marc à l'arrière maintient toujours l'arme braquée sur elle. Jocelyne conduit les yeux fixés sur la route. Elle roule pendant plusieurs dizaines de minutes. Elle quitte rapidement la zone urbaine et emprunte des routes de plus en plus petites, de plus en plus isolées. Elle s'enfonce dans la campagne. Quand ils sont assez loin de la ville pour que l'habitacle ne soit plus inondé de lumière, la séance commence. À l'arrière, Marc force Geneviève à se déshabiller, enlève tout. Sous la menace de l'arme, Geneviève obéit en pleurant et peine à défaire ses boutons de corchage tant que ses mains tremblent. Une fois nu, Marc lui attache les mains dans le dos, toujours avec de la corde. Ils arrivent finalement dans une forêt et un coin perdu au milieu de nulle part. Près de Corcelles-sous-Toit, Jocelyne s'arrête au bord de la route. Ici, personne ne viendra les déranger. On pourrait crier pendant des heures. Personne ne viendrait ni ne l'entendrait.
Marc fait sortir Geneviève de force. Elle trébuche, tombe dans l'herbe humide et nue, les mains toujours attachées dans le dos. Jocelyne descend aussi. Elle allume une cigarette et s'adosse à la voiture, spectatrice de ce qui va suivre. Marc traîne Geneviève plus loin dans les bois, à quelques mètres de la route seulement. Et là, il abuse d'elle encore et encore, avec une violence inouïe. Jocelyne, comme un fauve, circule autour d'eux. Les talons, ses bottines s'enfoncent dans la terre humide. Elle fume sa cigarette tranquillement, comme si elle assiste à un spectacle. Mais ce soir-là, ils ne vont pas s'arrêter aux abus. Ils ont compris que s'ils laissaient partir Geneviève, tous les flics du coin vont finir par être à leur recherche et ils vont encore devoir partir. Et après plusieurs heures d'abus, Marc place ses mains autour du cou de Geneviève et il serre fort. Elle se débat, mais elle ne peut pas se défendre. Elle est ligotée, ses yeux s'écarquillent, sa bouche s'ouvre dans un dernier souffle, mais Marc relâche un peu sa prise. Il veut faire durer son plaisir. Il s'amuse comme ça pendant quelques minutes. Et puis Jocelyne s'approche. Elle a un pistolet à grenade dans la main. Elle le braque sur le visage de Geneviève et sans aucune hésitation, pas une seconde, lui tire dessus. Le projectile atteint la pauvre femme au niveau de la pommette, mais Geneviève respire encore. Alors Marc sort un 22 Lorif, vise à son tour sur la tête de Geneviève et tire trois coups de feu. Geneviève a été touchée à la tête. Elle est exécutée là, sur place, dans un endroit perdu dans la forêt. Marc et Jocelyne ont tué. Les petits délinquants devenus des agresseurs pervers sont désormais devenus des tueurs de sang-froid. Il reste un instant à admirer leur œuvre et puis vient le moment de ranger. Ils ramassent les affaires de Geneviève autant que ça serve à quelqu'un. Ils embarquent aussi ses vêtements, ses bijoux, son sac à main, ses papiers et puis ils décident de traîner son corps vers la route. Personne ne la retrouvera jamais dans les bois. Il faut qu'elle soit plus visible. Il l'attrape chacun par un pied et la traîne jusqu'au bas-côté un peu plus loin. Son corps reste là, nu, les mains attachées dans le dos. Marc et Jocelyne remontent dans la R25 avec leur butin. Il disparaît dans la nuit comme si de rien n'était. Le lendemain 4 février 1986, un automobiliste conduit tranquillement sur cette route de campagne. Quelque chose sur le bord de la route arrête son regard. Un grand objet non identifié, blanc et rouge, étendu au sol. En s'approchant, il constate avec horreur qu'il s'agit d'un corps humain, inerte, ligoté. Il descend de sa voiture. Il approche prudemment sur le cadavre d'une femme, nue, allongée face contre terre, les mains liées dans le dos. Une tache de sang s'était échappée du corps, créant une longue traînée rouge autour d'elle. L'automobiliste, sous le choc, retourne en courant vers sa voiture et fonce jusqu'au village le plus proche pour alerter les gendarmes. Marc et Jocelyne sont rapidement pointés du doigt. Les similitudes avec les agressions précédentes sont trop nombreuses pour être une coïncidence. C'est leur mode opératoire. Par contre, nouvelle règle, ils sont capables de tuer maintenant. Tous les médias s'emparent de l'affaire, la presse, la télévision, la radio, tout le monde parle du dieu infernal. Tout le monde a peur dans le village et les femmes ont peur de sortir seules. Les parents ne laissent plus leurs filles circuler après la tombée de la nuit. Les autorités prennent peur elles aussi. Marc et Jocelyne ont franchi un nouveau cap dans l'horreur. Ils ont abusé, torturé plusieurs fois et maintenant ils tuent. Jusqu'où iront-ils? Personne ne le sait. Et où sont-ils? Ils sont mobiles, ils peuvent être partout. Les seuls indices de leur position, c'est ce qu'ils vont laisser derrière eux, seront désormais des cadavres. La nuit du 10 au 11 février 1986, une semaine après le meurtre de Geneviève Godard, Marc et Jocelyne sont prêts à passer à nouveau à l'attaque. Ils ont parcouru près de 1000 kilomètres du nord de la France au sud-ouest, toujours par les petites routes, toujours en évitant les contrôles. Ils sont maintenant à Castel-Sarrazin, dans le Terne et Garonne. Ce lundi soir, Christine Moros, 27 ans, sort de ses ailes. Elle part faire ses petites activités hebdomadaires. C'est une jeune femme dynamique et sportive. Et comme tous les lundis, elle passe d'abord au tabac pour jouer au loto. C'est son petit rituel. Puis, elle reprend son chemin pour se rendre à son cours de yoga. Elle ne manquerait ça pour rien au monde. Et puis ensuite, comme d'habitude, elle est attendue chez ses parents où elle vit en ce moment. Mais le temps passe et Christine ne rentre pas. 21 heures,
Toujours pas de Christine. Il commence à s'inquiéter. 22 heures, 23 heures, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas son genre de poser un lapin et surtout de ne pas prévenir. Mais Christine ne rentrera jamais chez ses parents. Elle s'est fait intercepter sur la route entre le tabac et la salle de yoga. On ne sait pas exactement où ni comment, mais on peut facilement l'imaginer. Elle marche dans une rue déserte, une voiture arrive à son niveau, une R25 de couleur sombre, un homme descend de la voiture, une arme à la main, la braque, la force à monter en voiture. Jocelyne conduit à l'écart et Marc lui fait vivre l'enfer. Et cette fois encore, ils ne vont pas la laisser en vie. Son corps est retrouvé le lendemain matin à Junjak, une trentaine de kilomètres de là où elle a été vue pour la dernière fois. Elle a été abandonnée sur le bord d'une route de la campagne, nue, ses mains attachées dans le dos, pas de vêtements, pas de sac, pas de bijoux, tout lui a été volé. Comme Geneviève, elle a été abusée, battue et torturée avant sa mort. Son corps porte les mêmes stigmates, des ecchymoses partout, des brûlures, des traces de coups. Comme Geneviève, elle a été étranglée et comme Geneviève, elle a reçu des balles de 23 reliefs en pleine tête. Le mode opératoire ne laisse aucun doute, le crime est signé. Avec ce deuxième meurtre, la France entière est plongée dans la terreur. Le couple est passé de statut de détraqué sexuel qui piégeait des jeunes femmes par petite annonce à celui de tueur en série qui enlève n'importe où, n'importe quand et qui tue. Sur la télévision sportive et à la radio, ils suivent les informations. Ils écoutent ce qu'on dit d'eux, les cartes routières sur le genou. Jocelyne établit les itinéraires. Au jour le jour, leur plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. Ils naviguent à vue, leur voiture comme champ de répit. Les recherches s'intensifient et la pression monte. Ils sentent que tout s'accélère et leur rythme eux aussi. Ils commencent à s'emballer. Le jour même de la découverte du corps de Christine Moros, ils parcourent une centaine de kilomètres. Ils se retrouvent dans la matinée à Haute-Garonne, près de Toulouse, à Boulogne-sur-Frigueuse, un petit village perdu dans la campagne qui va bientôt entendre parler d'eux. Bon, nos détarés sont près de Toulouse, personne n'est au courant, bien évidemment. Et la première à le savoir, malheureusement pour elle, ça va être Josette Fourneau, une infirmière qui rentre tranquillement chez elle pour sa pause de midi. Le 11 février 1986, il est 11 heures du matin. Josette Fourneau marche tranquillement sur le trottoir du village, perdue dans ses pensées pour déjeuner. Après quelques pas, elle sent une chose bizarre, une présence. Elle jette un coup d'œil par-dessus son épaule. Une grosse voiture sombre la suit au ralenti. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Bon, elle est peut-être un peu parano, donc elle accélère quand même les pas comme elle le peut. La voiture accélère aussi. Son cœur se met à battre plus fort. Non, ce n'est pas son imagination. Elle est suivie. Après quelques mètres, la voiture la rattrape et elle s'arrête net. Un homme en sort et sans crier gare, il lui plante une arme contre le côte. Monte maintenant ou je te flingue. Josette se fige, ses jambes ne répondent plus. Il la pousse violemment vers la portière arrière et la force à monter. Elle obéit, terrorisée. La voiture redémarre en trombe. À peine installée, Marc sort une corde de sa poche et il ligote les poignets de cette pauvre Josette qui a du mal à réaliser ce qui vient de se passer. Jocelyne conduit jusqu'à une zone boisée. Le mode opératoire est parfaitement rodé. Pas un mot n'est échangé pendant tout le trajet. Josette sent la panique monter. Ils l'amènent loin de tout. Ils vont lui faire du mal. Personne ne saura où elle est. Personne ne la retrouvera. La voiture s'enfonce dans les bois en empruntant un chemin de terre à peine praticable. Elle s'arrête brusquement dans un coin de nulle part. Les arbres sont si denses autour d'eux que la lumière du jaune peine à passer. Marc se retourne vers Josette avec un sourire qui la glace jusqu'aux os. Dehors, dans le froid de février, Jocelyne commence à lui arracher ses vêtements. Josette se débat comme elle peut, mais avec les mains attachées dans le dos, elle ne peut rien faire. Jocelyne lui arrache son chemisier, puis son soutien-gorge. Marc, l'arme toujours braquée sur sa victime, observe la scène en fumant une cigarette. Il prend son temps, il savoure. Une fois Josette complètement nue, tremblante de froid et de terreur, Marc s'approche et là commence un calvaire d'une violence sans nom.
Il approche sa cigarette du corps de Josette. Elle hurle, elle supplie, mais il n'écoute pas. Il la brûle sur les bras, sur les seins et sur le ventre. Chaque contact du bois sur sa peau lui arrache un cri déchirant. L'odeur de chair brûlée se mêle à celle du tabac froid. Marc ricane. C'est pas fini, ma belle. Il sort alors son pistolet. Josette écarquille les yeux, mais Marc ne tire pas. Il lui demande de s'allonger à même le sol et abuse d'elle. Après ce qui semble être une éternité, Marc se relève enfin, retourne dans la voiture et ordonne à Josette de monter. Le rétrip infernal reprend. Josette est toujours ligotée sur la banquette arrière. La voilà, ils ont abusé d'elle, elle a vu leur visage, c'est sûr qu'ils vont la tuer. Ils vont se débarrasser d'elle et abandonner son corps dans la forêt. Les larmes aux yeux, elle tente quelque chose de désespéré. Elle retrouve son sang-froid malgré l'horreur. En tant qu'infirmière, elle a l'habitude des gens en crise. Elle a affaire à des gens séniles, à des fous parfois même. Elle sait qu'il faut parler calmement, créer un lien. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de continuer. Vous pouvez me laisser partir, je dirai rien, je vous promets. Marc la regarde surpris. Personne lui avait parlé comme ça avant, avec douceur, sans aucune peur apparente. J'ai une famille, j'ai des enfants à bas âge. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Je m'en fous de ce que vous m'avez fait, je vais juste rentrer. Marc ne répond pas. Il roule pendant plus de 60 kilomètres et puis ils arrivent dans le village de Vican-Bigorre. La voiture s'arrête devant un distributeur automatique. Jocelyne sort et avance jusqu'à la machine et retire 1800 francs avec la carte de Josette. Quand elle revient, elle a un petit sourire satisfait. Bon, on fait quoi maintenant? Marc la regarde. On va trouver une cabine pour qu'elle appelle sa famille. Josette n'y croit pas. Elle a réussi à créer un lien, une relation avec eux, a réussi à les convaincre qu'elle ne représentait aucun danger. Il roule encore un peu, puis il s'arrête dans le village suivant. Là, sur la place, un peu plus loin, il y a une cabine téléphonique. Le cœur de Josette bat à 1000 à l'heure, mais en s'approchant, il se rend compte que la cabine est occupée par une jeune femme. Cette pauvre femme qui n'a rien demandé à personne, c'est Geneviève Dujac, 27 ans. Elle a terminé sa journée de boulot au cabinet thérapeute et rentre chez elle en fin d'après-midi. Vers 21 heures, elle est ressortie pour appeler une amie depuis la cabine publique, une autre époque bien évidemment. Un coup de fil rapide avant de rentrer et se coucher. Eh ben, je peux vous dire qu'elle va avoir des choses à raconter pendant son prochain coup de fil, vu ce qui va se passer. Elle est en pleine conversation, elle rit, elle raconte sa journée, elle entend une portière de voiture claquer pas loin et soudain, la porte de la cabine qui vole. Un homme se tient devant elle, un pistolet à la main, il lui colle l'arme directement sur les côtes. Raccroche maintenant. Geneviève lâche le combiné dans un cri. Ferme-la et suis-moi. Il l'attrape par les bras et la traîne jusqu'à la voiture. Elle hurle, se débat, mais personne n'intervient. Personne ne voit rien, personne n'entend rien. Marc la pousse violemment à l'arrière de la Renault 25. En moins de temps qu'il faut pour le dire, Geneviève vient de se faire enlever. Elle se volatilise près de cette cabine téléphonique. Geneviève, complètement choquée, et se rend compte qu'ils sont quatre dans cette voiture. Marc, qui vient de l'enlever, est assis à l'avant, à côté de la conductrice. Son arme toujours braquée sur elle. À l'arrière, il y a une autre femme. Elle est nue, recroquevillée sur elle-même, le visage tuméfié. Elle est couverte de boue et de sang. Elle semble terrorisée. Geneviève comprend immédiatement c'est une autre victime, une autre otage. Elle n'est pas la première. La voiture démarre. Geneviève, pétrifiée, sanglote. Elle a vu les infos à la télévision. Elle a lu les journaux. Elle sait qu'un couple sadique rôde en France. Elle sait ce qu'ils font aux femmes qu'ils enlèvent. Elle sait qu'elle va vivre l'enfer à son tour. Josette, l'autre femme, lui prend doucement la main, la serre comme pour la rassurer et lui fait signe de rester calme, de ne pas énerver leur ravisseur. Après avoir roulé pendant au moins 2 heures sur les petites routes de campagne, Marc demande à Jocelyne de s'arrêter. Ils sont maintenant dans un lieu totalement isolé depuis des kilomètres. Ils n'ont pas vu une seule lumière. Jocelyne coupe le moteur. Le silence de la nuit tombe sur eux comme un chape de plonge. Fait descendre la vieille.
La pauvre Josette comprend immédiatement, c'est maintenant ou jamais, elle va mourir ou peut-être s'en sortir. Elle descend de la voiture, encore nue, tremblante. Avant de sortir, elle se penche vers Geneviève et lui murmure à l'oreille: écoute-moi bien, fais ce qu'il te demande. Peu importe quoi, tu m'entends? Quoi qu'il te demande, fais-le et tu auras une chance de t'en sortir. Ça va être horrible, mais tu survivras. Crois-moi. Geneviève la regarde, les yeux remplis de larmes, mais Marc ouvre la portière, il attrape Josette par les bras. Il la tire hors de la voiture. Les mains des deux femmes terrorisées se séparent. Josette lance un dernier regard à Geneviève. Elle est extirpée hors du véhicule par Marc, qui revient près de la voiture et s'installe à côté de Geneviève. Cette fois, le voici sans un mot, il lui attache les mains dans le dos. La voiture redémarre, ils repartent dans la nuit noire avec Geneviève. Il abandonne Josette là, au milieu de nulle part, au milieu de la nuit, quasi nue, meurtrie et terrorisée. Désemparée, elle tremble de foi, elle pense à la petite qui doit être en train de subir les mêmes horreurs qu'elle a vécues. Mais il n'y a rien autour d'elle, pas de ville, pas de lumière, assis là, au loin, une lumière. Josette court, elle court à perdre haleine, pieds nus sur le sol glacé, pendant une dizaine de minutes. Enfin, au bout de son champ de vision, une maison. Elle rassemble ses forces, elle ne peut pas lâcher, elle doit prévenir les autorités pour la petite. Elle arrive enfin devant la porte d'entrée, elle frappe de toutes ses forces et supplie que quelqu'un vienne l'aider. Les habitants réveillés en sursaut regardent par la fenêtre. Ils voient cette vision d'angoisse, une femme nue, couverte de saleté, hystérique. Ils ont peur et ne comprennent pas. Josette supplie, elle sanglote. Finalement, les habitants finissent par lui ouvrir la porte et lui donnent une couverture en écoutant le récit immonde de ce qui lui est arrivé, de ce qui lui a été imposé. Et enfin, elle téléphone à son mari qui vient la chercher immédiatement. En le voyant, Josette s'effondre dans ses bras. Elle raconte tout, l'enlèvement, les tortures, les viols et la petite qui est encore avec eux. Sans tarder, son mari la conduit au commissariat le plus proche. Josette trouve le courage de raconter ce qu'elle a vécu une fois de plus. Aux gendarmes, cette fois-ci, elle décrit ses agresseurs en détail. Surtout, elle explique qu'une jeune femme est encore retenue prisonnière dans la voiture. Pendant ce temps, dans la Renault 25, l'enfer continue. Geneviève est pétrifiée. Elle ne sait pas où il l'amène. Là, dans les bois, Marc sort de la voiture et traîne Geneviève dehors. La suite, c'est leur mode opératoire classique. Il abuse de Geneviève, mais cette fois, il s'endort ensuite dans la voiture. Petite sieste. Terrorisée, la jeune femme n'ose rien tenter et de toute façon, ils l'ont attachée. Le lendemain matin, ils reprennent la route, croisent une patrouille de la gendarmerie, mais font demi-tour à temps dans un bois. Geneviève est de nouveau abusée et ils reprennent la route ensemble et lui demandent si elle a faim. Elle répond que oui, elle a faim. Et bon voilà, on va chercher un restaurant. C'est pas compliqué. Geneviève n'en croit pas à ses oreilles. Ils vont manger au restaurant avec elle. Arrivé à Hugues, un petit village, le couple arpente le centre à la recherche d'un endroit où se poser et ils trouvent un restaurant de routier en bord de route. Enfin, un bar-restaurant-hôtel. Enfin, quoi qu'il arrive, une auberge qui devrait pouvoir les nourrir. Mais avant de descendre, Marc se tourne vers Geneviève. Écoute-moi bien, tu vas entrer la première et tu vas vérifier qu'il n'y a pas de flic dans le restaurant. Geneviève acquiesce. Si tu tentes quoi que ce soit, si tu essaies de t'enfuir, je fais un carnage. Geneviève descend de la voiture, les jambes tremblantes. Elle pousse la porte du restaurant. La salle est presque vide. Quelques routiers attablés et un couple de personnes âgées. Pas de gendarmes. Elle ressort et fait signe à Marc et Jocelyne que la voie est libre. Et tous les trois, cette fois-ci, entrent. Marc demande s'il est possible de s'installer pour manger. Bien sûr, monsieur, vous et votre femme et votre fille, vous pouvez vous asseoir là. On va venir s'occuper de vous. Il commande 3 omelettes aux crêpes, 3 verres de vin et un café pour finir. On aura vraiment tout vu dans les vidéos de True Crime. Les tarés nous surprennent encore. Le repas se passe bien, calmement, tranquillement. Ils mangent ensemble comme des amis
amis qui partagent un bon moment. Personne dans le restaurant ne remarque la tension qui se joue à cette table. Personne ne se doute que la jeune fille, assise là, vient de passer 24 heures en enfer. Pendant le repas, doucement, Geneviève négocie sa libération. Vous savez, je ne dirai rien à personne, je vous promets. Marc et Jocelyne se regardent. Et oui, oui, on verra ça plus tard. À la fin du repas, les amoureux pervers reconduisent Geneviève à la voiture. Elle s'est dit que c'est fini. Elle est passée à côté de sa chance. Ils vont la tuer maintenant, c'est sûr. Mais Jocelyne les conduit jusqu'à la gare du village. Là, ils descendent tous les trois. Marc achète un billet avec l'argent de Josette et il l'accompagne tous les deux sur le quai. Marc la menace une dernière fois. Parle, on te retrouve et on règle ton compte. Compris? Il l'embrasse sur les deux joues comme une amie. Pardon pour le mal qu'on t'a fait. Geneviève est sur le cul. Désolée, mais il n'y a pas d'autre mot. Ils lui ont payé le repas, le billet de train et l'embrasse et s'excuse du tort causé. Mais qu'est-ce que c'est que ce pagaille? Elle attend sur le quai de la gare, les yeux dans le vide. Le train arrive, elle monte. Arrivée à Mont-le-Marchand, Geneviève donne l'alerte directement. Elle décrit ses assaillants et leurs voitures, leurs armes. Elle décrit son enlèvement, les abus qu'elle a subis. Marc Fakel et Jocelyne Bourdin sont officiellement nommés comme ennemis publics numéro 1, mais ils sont toujours en fuite sur les petites routes. Les jours qui suivent, Marc et Jocelyne savent que le taux se resserre. Ils roulent sans but précis, dorment dans la voiture, se cachent en forêt et font bien de faire attention parce que je n'ai pas trop parlé de l'enquête dans cette vidéo, mais je peux vous dire que les gendarmes et les flics de l'époque, ils en ont marre. Ils en ont ras la casquette et le képi de nos deux taris et qu'au moment où ils vont leur tomber dessus, ça va canarder dans tous les sens. À ce moment-là, en France, les informations ne parlent que d'eux. Les amants maléfiques courent toujours. Toute la France est mobilisée pour les arrêter. Le 30 février 1986, ils apprennent qu'au moins 1000 policiers et gendarmes sont à leur trousse. Les témoins disent les avoir vus dans les Landes, dans la Véron et dans la Terne. Partout où ils passent, quelqu'un les reconnaît, quelqu'un donne l'alerte. Les flics mettent en place des barrages routiers partout. Le couple est cerné et dans un périmètre de plus en plus restreint. Ils tournent en rond, évitant les postes de contrôle en empruntant des petites routes, des chemins de terre et vient le moment où il faut faire le plein. La chose est dans le rouge, la R25 est gourmande et il roule sans cesse. Il s'arrête dans une station de service à Arthès dans le Tarn, une station isolée loin des grands axes. Normalement, ça devrait aller. Marc se garde devant la pompe, il demande le plein, mais il ne descend pas de la voiture. Marc reste au volant, le moteur coupé, clé sur le contact, prêt à redémarrer à tout moment. Le garagiste s'approche et là, il les reconnaît immédiatement. L'homme et la femme correspondent exactement au portrait robot affiché dans les médias. Le garagiste en est certain, c'est eux, le couple de l'horreur est devant lui. Il semble stressé, regarde partout autour d'eux. Marc a la main sur l'accoudoir juste au-dessus du vide-poste, probablement prêt à dégainer son arme. Le courageux garagiste garde son calme, il ne montre rien, il fait comme si de rien n'était. Il commence à faire le plein et en même temps, discrètement, il fait signe à sa femme qui est à l'intérieur. Elle comprend immédiatement sans un mot. Elle se précipite vers le téléphone et appelle les gendarmes. C'est eux, le couple recherché. Ils sont à la station-service d'Arthès. Une patrouille est envoyée à toute allure. Sirène hurlante, gyrophare allumé. Ils foncent vers la station, mais ils arrivent trop tard. Au loin, Marc et Jocelyne aperçoivent les gyrophares qui approchent. Merde, ils sont repérés. Marc démarre en trombe. Le garagiste les regarde partir impuissant, mais il prend le soin de mémoriser le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture. Marc et Jocelyne sont pris en chasse. Dans un moment, la R25 file à toute allure sur les petites routes et encore une fois parvient à s'aimer les gendarmes. Mais c'est pas possible. Ils les poursuivent en Renault Kangourou ou quoi. Les gendarmes, ça fait autant de fois que les types s'en vont parce qu'ils roulent plus vite. Alors, après vérification, les gendarmes de l'époque roulent en Renault 4, une sorte d'ancêtre du kangourou. Super, on est passé à côté de l'auberge.
Le lendemain 14 février 1986, jour de la Saint-Valentin, les autorités lancent une vaste opération d'envergure. Des barrages sont installés sur toute la route de la région. Impossible de passer sans se faire contrôler. 5 hélicoptères survolent la zone. Du ciel, ils scrutent les routes, les chemins, les parkings isolés à la recherche de la R25. Un escadron de la gendarmerie mobile est déployé. Des dizaines d'hommes lourdement armés, des tireurs d'élite sont positionnés sur le point stratégique, sur les toits, sur les collines, avec leurs lunettes de visée. Interpol est prévenu au cas où si le couple tenterait de passer la frontière espagnole toute proche. Marcel et Jacqueline quittent Montéblanc pour aller vers Toulouse. Ils évitent soigneusement les grands axes, les nationales, les autoroutes. Ils roulent lentement, essayant de ne pas se faire remarquer. Mais partout où ils passent, les gens les reconnaissent. Leurs visages sont placardés dans tous les journaux, à toutes les télévisions. Ce jour-là, Michel, un représentant de commerce, est sur la route pour le travail. Il roule tranquillement sur une petite départementale et croise une Renault 25 sombre. Il a entendu parler du couple à la radio ce matin même. Tiens, c'est marrant. Est-ce que ce serait pas? Il ralentit, il regarde bien en passant l'homme blond avec la moustache au volant, la femme brune à côté. Oh là là, ça pourrait qu'être que. Eh ben, les gens de l'époque avaient des expressions très polies. Que voulez-vous? J'invente rien. Bon, Michel fonce à la cabine téléphonique la plus proche, prévient la gendarmerie qu'une fois de plus se fait s'aimer. Mais Marc, c'est pas possible. C'est un pilote de Formule 1. Il peut pas s'échapper à chaque fois. Faut lui tirer dessus à vue là maintenant. Faut pas le poursuivre. Il est 11h55 minutes. Marc et Jocelyne arrivent sur la place du village de Montbartier, un petit village d'à peine 1000 habitants avec une jolie place centrale, une église et quelques commerces. Et là, devant eux, à quelques centaines de mètres, une 4L bleue leur fait barrage. Elle est garée en travers de la route, bloquant complètement le passage. À bord, 2 gendarmes. Ils ont été prévenus par radio que le couple arrive. Ils sont là sur cette route. Il faut les arrêter. Mais Marc Fakel arrive à pleine vitesse. Il voit le barrage. Les 2 gendarmes descendent armes à la main, mais Marc accélère, fonce droit vers la 4L des gendarmes. Il ne veut pas retourner en prison. Il en est sorti à peine il y a 2 mois. Pas question d'y retourner. Jamais. Il n'a rien à perdre. Il prend la main de Jocelyne et il écrase l'accélérateur et percute de plein fouet la 4L des gendarmes. Le choc est violent. Le bruit du métal qui froisse résonne dans l'air. La 4L est projetée en arrière. Les gendarmes ont juste eu le temps de s'écarter. Mais de justesse, Marc enclenche la marche arrière, les pneus crient sur l'asphalte, il est prêt à repartir. Un des gendarmes hurle: Arrête-toi! Mais Marc met pied au plancher, il va s'enfuir encore une fois, il va leur échapper encore une fois, ils vont à nouveau agresser et peut-être tuer. Les gendarmes n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas les laisser leur échapper. Le gendarme le somme à nouveau de s'arrêter, mais le temps presse. Il tire à 7 reprises sur Marc Fakel. Les détonations claquent dans l'air. Marc est touché au poumon et à la cuisse. Le sang jugule sur le pare-brise et le tableau de bord. La voiture s'arrête. La porte conducteur s'ouvre. Marc en descend titubant, une main sur sa poitrine et s'effondre sur la route. Le sang coule de sa bouche et de ses plaies. Il respire difficilement avec un bruit de râle. Jocelyne Bourdin sort elle aussi de la voiture. Elle se jette à genoux à côté de Marc. Elle semble sous le choc. Les gendarmes s'approchent prudemment, les armes toujours braquées sur les 2 criminels. Si l'un d'eux sort une arme, ils les abattent sans hésiter une seule seconde. Mais Jocelyne ne tente rien. L'un des gendarmes la menotte. Elle ne pose aucune résistance pendant que l'autre appelle les secours. Marc Fakel est transporté à l'hôpital en urgence en hélicoptère, mais il meurt sur le trajet peu de temps avant l'arrivée à l'hôpital. Jocelyne Bourdin, quant à elle, est arrêtée et est amenée directement à la gendarmerie. Elle est seule maintenant face au monde, seule face aux crimes qu'ils ont perpétrés. On vient d'avoir l'info, le couple Bourdin-Fakel, qui était traqué depuis des jours en France,
vient d'être neutralisé. Marc Fakel aurait été abattu au volant de sa voiture alors qu'il tentait de passer un barrage de gendarmerie. Deux gendarmes ont fait feu sur le couple. Marc serait mort à l'heure qu'il est et Jocelyne, quant à elle, a été arrêtée. Dans les mois qui suivent, la justice organise des reconstitutions pour comprendre exactement comment les crimes se sont déroulés, pour retrouver les lieux exacts. Lors de la reconstitution du meurtre de Geneviève Godard, Jocelyne se montre extrêmement passive. Elle refuse de participer. Les gendarmes la conduisent sur le lieu près de Courcelles-Sautois. Elle reste assise à l'arrière de la voiture de police. Elle tricote. Jocelyne est absente mentalement et elle est ailleurs. Elle aura la même attitude lors de la reconstitution du meurtre de Christine Moreau et des enlèvements. Elle s'étale dans le silence. Pas de commentaires, pas de réponse aux questions. Le 16 mai 1989, 3 ans après les faits, Jocelyne Bourdin est jugée seule. Marc Fakel est mort. Il n'aura pas de procès pour lui. Pas de condamnation, pas de justice. Il a échappé à tout ça en se faisant descendre, peut-être un peu intentionnellement. Jocelyne, quant à elle, elle doit répondre de ses actes. Le procès se tient à huis clos à la demande des victimes. Face au tribunal, Jocelyne Bourdin charge son mari. Elle reconnaît sa participation. Évidemment, elle était bien là. Impossible de nier. La voilà, elle était complètement sous l'emprise de Marc Fakel. Elle a agi sous la contrainte. Il l'a menacée. Il aurait tué leur enfant. Il l'aurait tué à elle-même. Elle était obéissante, faute de quoi ça allait mal se passer pour elle. Elle n'est qu'une victime supplémentaire de cet homme malsain. Elle a fait qu'exécuter ses sombres demandes. Elle avait peur, elle était manipulée, elle se défend. Elle dit qu'elle a essayé d'amoindrir les envies de son mari, qu'elle a tenté de faire en sorte que les victimes souffrent moins. Oui, bon, sauf que les victimes, elles viennent témoigner et elles disent tout le contraire. La défense de Jocelyne part à la poubelle. Dans sa dernière plaidoirie, Jocelyne Bourdin maintient sa version. Marc Fakel était devenu fou. Elle ne pouvait ni s'échapper ni l'arrêter. Le réquisitoire est accablant. Les preuves matérielles, les témoignages des victimes convergent vers la même conclusion. Jocelyne Bourdin est coupable. Au deuxième jour du procès. Après 2 heures de délibéré, le jury rend son verdict. Jocelyne Bourdin est déclarée coupable de tous les chefs d'inculpation. Elle est condamnée à 20 ans de prison de réclusion criminelle assortie de sûreté de 13 ans. À l'énoncé du verdict, elle ne réagit pas. Pas un battement de cils, pas une émotion. Elle reste de marbre. À l'époque, il est impossible de faire appel d'un verdict d'assises. Elle se pourvoit donc en cassation. Sa demande est rejetée. La condamnation est définitive. D'après ce que je puis trouver, Jocelyne s'en est très bien sortie au final, puisqu'elle est sortie de prison en 1999 après 13 ans d'enfermement. Prisonnière modèle, elle n'a plus jamais fait parler d'elle. Aucun incident, aucune violence, aucun problème de comportement. Comme si, sans Fakel, elle était redevenue une madame tout le monde, une femme normale, banale et inoffensive. Elle meurt le 12 mars 2020 à 64 ans à Rennes, mais elle n'a jamais vraiment parlé, elle n'a jamais vraiment reconnu sa part de responsabilité. Elle s'est murée dans le silence et le déni jusqu'à sa mort. Et c'est là toute la clé de l'affaire. L'un sans l'autre, il n'y a pas d'horreur. Si elle part, il l'arrête. Sans lui, elle ne fait rien. Ensemble, ils se sentent comme tout puissants. Ce qui est certain, c'est que sans Marc Fakel, Jocelyne Bourdin est redevenue une citoyenne ordinaire. Aucune récidive, aucun problème, comme si le monstre en elle s'était éteint avec la mort de son mari, comme si sans lui, elle n'avait plus aucune raison d'être perverse et cruelle. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez R25 en commentaire parce que c'est quand même la voiture qui a sauvé le couple à plusieurs reprises dans cette vidéo. Perso, cette histoire, elle m'a fascinée parce que ce genre de retrip mortel, on en voit beaucoup dans les vidéos de crimes américaines, mais très peu en France. Comme quoi, il y a des tarés partout. Bref, on se dit à la prochaine vidéo. Sur ce, best ciao.